Bon lundi midi à tous, bienvenue sur Overtime. Très heureux de vous retrouver en cette année 2024. D'ailleurs, j'en profite déjà pour vous souhaiter la bonne année. Vous êtes nombreux dans le chat à nous saluer et à nous souhaiter vos meilleurs vœux pour 2024. Ben, c'est de même au nom de toute l'équipe de MySports. Jonathan Filion avec vous pour la prochaine heure en compagnie de David Pietronigro. Salut David. Salut Joe, très content de retrouver toute cette communauté pour un nouvel épisode en 2024. Et également Jérôme Beuchat qui est pas très loin dans nos studios. Salut Jérôme. Salut Joe, salut David, bonjour tout le monde, bonne année. Bon, messieurs, on fait simple aujourd'hui. Évidemment, on va revenir sur la dernière semaine de compétition parce qu'on a pris 2 semaines de relâche pour Overtime. On avait hâte de parler de hockey avec vous, de vous retrouver. Donc, on va revenir sur tout ce qui s'est passé depuis le début 2024 dans les clubs romans, dans les activités des clubs romans. Évidemment, on continue à prendre vos questions sur le chat. Soyez à l'aise de poser vos questions, de commenter également. C'est toujours agréable de vous lire. Et évidemment, je rappelle au passage qu'on est disponible sur toutes les plateformes numériques de MySports. Également sur notre application numérique. Elle est gratuite, téléchargez-la en grand nombre. Il y a beaucoup de contenu exclusif de hockey sur glace. Et on sera en rediffusion ce lundi, ce soir, 20h sur MySports 1 pour ceux qui ne peuvent pas passer l'heure du dîner avec nous. Messieurs, sans plus attendre, parce que l'heure commence déjà à passer, on va commencer à parler du Lausanne HC pour débuter cet épisode. Messieurs, le Lausanne HC qui a remporté 2 de ses 3 matchs depuis début 2024. 2 victoires convaincantes, une contre un HC Bienne qui voulait commencer l'année du bon pied, mais les Lausannois ont très bien réagi dans cette rencontre. Également, victoire hier à sens unique 5-1 contre un Cloton qui a beaucoup de difficultés. Ça a été par contre plus compliqué vendredi face à Fribourg-Gotteron. Les derbies entre Fribourg et Lausanne cette année qui sont très intéressants. David, toi d'ailleurs, tu as eu la chance de commenter le dernier. Moi, j'en ai commenté 2 depuis le début de la saison. Tu as peut-être eu celui qui était le plus à l'avantage de Fribourg, même si le score ne se termine que 4-3. Oui, alors c'est vrai que c'est des derbies à chaque fois très disputés où on voit des émotions. Hein. C'est toujours comme ça et ça s'est vu dans les premières minutes. Fribourg a voulu commencer très fort, étouffer un petit peu ce Lausanne Hockey Club. À domicile, Fribourg peut s'appuyer sur son public, cette énergie qu'il a, mais Lausanne s'est bien défendu. Et Lausanne a des arguments aussi pour le faire valoir, mais c'est vrai que le début de saison de Lausanne est un peu fidèle à ce qu'il faisait avant Noël aussi. On reste sur ce rythme de une victoire, une défaite, et puis ça te permet quand même d'assurer une place dans le haut du classement jusqu'à présent pour les Lausannois. Et on voit quand même que c'est une équipe là, vraiment de top 6 cette année. Il le répète match après match, même s'il y a des défaites dans le lot. Il y en a très peu, mais il y en a quand même. Ça reste quand même des performances qui prouvent que cette équipe est une équipe de top 6. Jérôme, il y a une chose qui a retenu notre attention aussi du côté du Lausanne Hockey Club, et on voulait en parler, c'est la situation des gardiens de but, parce que vendredi, il y a eu le retour au jeu attendu de Connor Hughes, qui, rappelons-le, en début de saison, avait connu vraiment un début de saison incroyable. C'est lui qui tenait Lausanne à bout de bras, puisque Pounenov était aux abonnés absents. Et là, retour de blessure, Kevin Pache a le match d'hier, Hughes a le match vendredi. Qu'est-ce qui va se passer avec Pounenov? C'est ce qu'on assiste à un ménage à 3 là, entre ces 3 gardiens, parce qu'au départ, je le rappelle, le plan était de renvoyer Kevin Pache à Martigny en Swiss League. Ouais, t'as bien fait de rappeler le plan parce que le match du 2 janvier, on reçoit la feuille de match, Pache numéro 1, Connor Hughes numéro 2. On se dit, bon, Pounenov surnuméraire, ça va peut-être changer pour les matchs suivants. Non, finalement, Pounenov n'est toujours plus sur la feuille de match. Écoute, logiquement, comme tu l'as dit, Jonathan, on s'attendait à ce que Pache retourne à Martigny. Je crois qu'on l'avait eu à l'interview lui-même. Pour son bien, il disait ça serait logique que je retourne à Martigny. Je suis le petit jeune qu'on m'a fait venir pendant la blessure de Connor Hughes, même si effectivement il a fait des blanchissages, il a sauvé des matchs de Lausanne, il faut le dire aussi. Hein. Il y a certains points, certaines victoires, c'est clairement grâce à Pache. Lui-même disait je sais que je fais des bonnes performances avec Lausanne,
mais je dois encore apprendre. Et puis, je crois qu'il mentalement, il se préparait à retourner en Swiss League. Là, j'ai l'impression qu'on met les deux meilleurs gardiens, numéro 1 et numéro 2, c'est-à-dire Pache et Connor Hughes. Alors, dans quel ordre, je ne sais pas ce que ça va être en ce début de saison. Peut-être qu'on va faire moitié-moitié en ce début d'année, pas en ce début de saison, mais en ce début d'année, peut-être moitié-moitié. Et puis pour Pounenovs, c'est un peu le troisième larron, là. Il a un peu la place, on ne sait pas où le mettre. Alors, est-ce qu'on va le renvoyer est-ce qu'on va l'envoyer à Martigny? Honnêtement, je vois mal que Pounenovs, qui a encore un long contrat avec Lausanne, aller jouer en Swiss League. Est-ce qu'on va dire, on casse son contrat et puis il faut qu'il se trouve un club soit pour la fin de l'année, soit pour l'année prochaine? Ou est-ce que c'était le début d'année comme ça avec Hughes et Pache et puis on va prendre une décision ces prochains jours, pourquoi pas, pour reformer le duo Connor Hughes-Pounenovs? Mais c'est vrai que c'est un petit peu ambigu. Et j'ai envie de dire que le grand gagnant dans l'histoire, c'est Pache. Parce que soit il se retrouve en Swiss League comme numéro 1, puis il va enchaîner les matchs avec Martigny, il va prendre de l'expérience, il va prendre son expérience de Lausanne en Swiss League, et puis ça risque pour Martigny d'être une sacrée fin de saison pour eux. Et puis j'ai envie de dire, dans l'autre cas, il est en National League. Et puis, je ne crois pas qu'il va être en National League pour être clairement numéro 2 derrière Connor Hughes. Moi, j'ai l'impression que si Lausanne décide de garder Kevin Pache en National League, c'est au pire pour faire un tournus avec Connor Hughes ou même le mettre numéro 1. Moi, je pense que l'échantillon, il est encore un petit peu trop petit pour vraiment pouvoir voir quelle est la stratégie mise en place par Jeff Ward, par Cristobal Huet aussi qui s'occupe des gardiens. D'avoir Pounenovs pour l'instant mis de côté comme surnuméraire ne veut pas dire qu'il le restera non plus. Pache peut encore être placé par la suite. On avait aussi discuté depuis le fait que Hughes avait joué avec Martinique, qu'il allait arriver de nouveau à disposition de la première équipe. À quel moment il serait réinséré? C'est une question de Rodrigo. Est-ce qu'il fallait vraiment le mettre au but contre Fribourg? Moi, je pense que la réponse est oui. On aurait pu lui donner un deuxième match consécutif aussi contre Cloton pour qu'il puisse enchaîner, mais peut-être pas trop de charger non plus son retour. Et hormis le fait qu'il concède le premier but sur son premier tir à Fribourg-Gotteron, dans le reste, il a été très très bon parce que quand Fribourg a eu des moments très forts, il a su aussi montrer l'étalage de son talent. Il s'est fait une petite frayeur avec une petite erreur de gant et le puck qui est allé sur sa transversale, mais dans l'ensemble, Connor Hughes, pour moi, numéro 1. Et après, il y aura peut-être l'embarras du choix derrière. Et Ludovic le dit, Hughes a été très bon au premier tir contre Fribourg, même s'il a encaissé sur le premier tir. Moi, messieurs, dans le développement de Kevin Pache, on rappelle que c'est un jeune gardien. Il mérite de rester avec le Lausanne Hockey Club, mais surtout, il mérite de jouer au hockey. Et le rythme qu'il doit avoir, c'est 2 matchs par semaine. Moi, je lance la question comme ça. Est-ce qu'il ne pourrait pas aller jouer le mercredi à Martigny et le week-end à Lausanne? Est-ce que ça pourrait pas être une solution, ou le mardi à Lausanne et le week-end à Martigny, et tu fais une espèce de tournus entre Hughes et Pounenovs pour les autres matchs? Est-ce que ce serait le plan parfait pour continuer le développement? Exactement. En tout cas, moi, je pense que Lausanne a clairement pas envie de mettre Pache en numéro 2. S'ils le prennent avec Lausanne, c'est pour faire un tournus avec Connor Hughes. Moi, je pense que c'est ça. Et c'est ce qu'il faut faire. Soit tu le gardes à Lausanne, puis tu fais un tournus avec Connor Hughes, soit tu l'envoies à Martigny. Mais il ne faut surtout pas pour lui qu'il soit numéro 2 à Lausanne, en tout cas sur ce début d'année. Que le plus important, c'est la communication dans ce genre de discussion. Et ça revient à la question, Ludovic, est-ce que tourner avec 3 gardiens risque d'engendrer des frustrations des 2 remplaçants? J'y allais là, parce que si tu communiques bien, peut-être que tu apaises tout le monde et que la stratégie est claire et que tu vas de l'avant comme ça et que c'est du win-win-win. Si tu as envie de faire du triple win, il faut mettre Pache à Martigny alors. Parce que je pense que Pounenovs préfère être numéro 2 à Lausanne que de jouer en Swiss League. En tout cas, à sa place, avec le statut de Pounenovs. Mais est-ce que tu te prives d'un Pache qui a été très bon jusque-là en National League aussi? Mais si tu envoies Pounenovs à Martigny, ça veut dire que tu ne le veux plus. Et si tu es l'agent de Pounenovs, tu essayes de le mettre dans un autre club de National League pour l'année prochaine, non? Honnêtement. Je sais pas. Dans un avenir à moyen terme, oui. Mais Kevin Pache mérite d'être à Lausanne parce que c'est lui qui est l'une des belles histoires de Lausanne cette année. C'est l'un des éléments clés qui a amené Lausanne dans le top 6.
Maintenant, moi, je vous rappelle que lorsque Kevin Pache est arrivé et qu'il a eu plusieurs matchs consécutifs, Ivan Spounenov, semble-t-il, était un gardien qui aidait beaucoup Kevin Pache. Beaucoup de communication entre les deux gardiens, un bon coéquipier. Et c'est ça, Ivan Spounenov, ce qu'il doit amener aussi, si le tournus se continue. Communication des entraîneurs, de Christophe Baluet, de Jeff Ward envers ses gardiens, mais aussi communication entre les trois gardiens. Et il faut garder ça. On sait que le mental de gardien est tellement important. Et le fait que Pache a eu plusieurs matchs de suite n'a pas mis Spounenov sans bas non plus. Quand il est revenu, puis qu'il a pu jouer, je crois, 2 matchs de suite notamment, Spounenov, ça avait fait des bons matchs aussi. Donc si tu peux compter sur le fait que tu as la chance de pouvoir aligner à chaque fois ton meilleur gardien dans les buts en fonction de l'adversaire aussi, c'est pas un luxe, hein. On disait aussi avec Genève, on en a parlé de ce ménage à 3, quand Mayer sera de retour. On voit qu'Olkinuora, on en parlera dans quelques minutes, prend beaucoup de place pour l'instant, mais ça ne veut pas dire que ça le restera jusqu'au terme de la saison régulière. Et à Lausanne, il n'y a pas de raison. Tu es 4e du championnat, tu as le quoi de voir venir. Oui, tu veux rester dans le top 6, mais tu peux faire des petits changements tout en laissant de la place à tout le monde. Mais là, David, tu viens de nous faire la transition parfaite. On va en parler justement du ménage à 3 des gardiens, de la situation des gardiens aussi du côté de Genève, parce que eux aussi ont 3 gardiens, un blessé qui va revenir éventuellement, mais surtout un qui retient l'attention. Et oui, Genève Servette est parfait pour l'instant en 2024. Genève Servette tourne bien, 7 victoires en 8 matchs. Et ça, les Grenats le doivent peut-être depuis l'arrivée de Jussi Olkinuora dans les buts, qui a joué les 6 derniers matchs, 5 victoires, 1 défaite pour lui sur le bilan. Alors oui, Genève jouait déjà un petit peu mieux avant, mais Olkinuora a stabilisé le groupe, a rassuré. On dit toujours qu'il faut un gros gardien dans les buts qui te fait les arrêts dans les moments importants. Le match qui perd, c'est Ambry 2-0, mais il a fait des arrêts à répétition pour permettre à Genève d'espérer gagner ce match-là aussi. Donc c'est le gardien qu'il fallait au moment X. Et là, Marc Gauci avait agi sur le marché au bon moment. Alors bien sûr qu'il ne va pas pouvoir jouer tous les matchs. Maintenant, il faudra remettre Gauthier Desclous peut-être dans les matchs de cette semaine, peut-être en Champions Hockey League, à voir comment ça se passe aussi dans cette demi-finale, dans quelle optique ils veulent y aller. Bien sûr, c'est le match aller qui aura lieu demain. Et après, tu as le retour de Robert Mayer qui va revenir gentiment sur la glace. Et là, il faudra faire aussi des décisions fortes. On parlait de Spounenov, Jérôme t'en parlait d'ailleurs. C'est lui que peut-être pourrait aller à Martigny. Est-ce que Mayer, selon toi, Jérôme, n'est pas le 3e larron de l'équation qui se passe là dans les poteaux du GSHC? Honnêtement, je ne sais pas trop entre Mayer et Desclous, lequel est vraiment le numéro 2 et le numéro 3. Olkinuora, lui, est clairement le numéro 1, mais au-delà de ses arrêts déterminants, on l'a encore vu à la dernière seconde contre Lugano, où il sauve les 3 points, parce que s'il encaisse le but, ça part en prolongation. Puis tout à coup, Genève peut se retrouver avec 1 point, donc il en sauve en tout cas 2 sur ce match-là. Je trouve qu'il a rassuré Genève Servette, au-delà de ses arrêts. J'ai l'impression que les défenseurs jouent plus libérés, les attaquants aussi. J'ai l'impression que maintenant, ils se disent, OK, on a vraiment quelqu'un qui tient la baraque derrière. Et puis, c'est un petit peu comme l'année passée en play-off avec Robert Mayer qui était en haut de la vague. Tu as l'impression que tu te dis, je peux prendre un peu plus de risques. Et puis, si je fais une boulette en défense, j'ai quelqu'un derrière qui peut me rattraper. Tandis qu'avant, j'avais l'impression qu'au moment de la relance, il faisait des relances classiques sans risque en se disant, je prends pas de risque, comme ça, je me loupe pas. Et puis, je suis quitte d'avoir un turnover ou une contre-attaque ou quelque chose comme ça. Donc, Olkinuora, j'ai l'impression qu'il a amené vraiment de la confiance à cette équipe. Après, est-ce que Robert Mayer est le numéro 3 ? J'ai envie de dire, sur ce qu'on a vu dans cette saison 2023-2024, oui, parce qu'au niveau des statistiques, il est en dessous de Gauthier Desclous. Après, on a vu que Robert Mayer, quand ça compte, il sait être étincelant comme il l'a été en play-off il y a presque une année. Donc, est-ce que tu peux vraiment te permettre de mettre Olkinuora et Desclous 1 et 2 et de ne plus faire jouer Robert Mayer? Non. Je ne pense pas. Non. Est-ce que tu peux te permettre de mettre Olkinuora et Robert Mayer et de ne plus faire jouer Desclous? Non. Après, ça va aussi changer à Genève au retour de Lennström. Parce que maintenant, évidemment, en mettant Olkinuora au but, tu peux que mettre 5 étrangers comme joueurs de champ. Quand tous les étrangers seront disponibles, tu pourras aussi te permettre de mettre Desclous et Mayer 1 et 2, Olkinuora en tribune et faire jouer Lennström.
son retour qui devrait être attendu d'ici quelques jours ou quelques semaines. Donc ça va aussi changer beaucoup, et puis suivant l'adversaire aussi. Mais ça, c'est clair. Mais comme tu l'as Ludovic, très justement dit, David, Olkinora ne pourra pas jouer tous les matchs jusqu'à la fin de la saison. C'est pas possible. surtout que le programme, et Ludovic nous le rappelle bien dans le chat, Jonathan, de Genève Servette, et on va dire bien compact, costaud, hein. là, c'est costaud. Il y a la Champions Hockey League, il y a le championnat. Tu veux viser top 6 maintenant, t'as passé l'épaule. Et, ils veulent viser la Ligue des Champions déjà. Non, Ludovic le dit très bien, ça va être dur de tenir le rythme. Pour lui, pour répondre à la question un peu plus tôt de David, il dit pour ma part, le numéro 3, c'est Gauthier Desclous. Maillard a pour lui son parcours en play-off de la saison dernière. Ben justement, moi, j'irais contraire à ça. Ce qui s'est passé en play-off, c'est exceptionnel, mais ça s'est passé en play-off l'an dernier. Là, maintenant, Genève Servette a des ambitions. Les ambitions, c'est gagner la Champions Hockey League et c'est gagner le titre de National League à nouveau. Ça va être très compliqué à faire. Ils sont en bonne position pour la Champions Hockey League, mais là, ils ont 2 gros matchs à réaliser. J'espère qu'on va voir Gauthier Desclous cette semaine, mais Genève Servette ne s'est pas caché que ses ambitions étaient de gagner la Champions Hockey League. Donc, tu dois y aller avec ton gardien le plus dominant et surtout le gardien qui connaît le plus l'adversaire. Et comme il a joué en Finlande, Olkinuora, pourquoi pas le mettre contre une équipe finlandaise? Ça paraît clair. Pour moi, Olkinuora va jouer demain, oui, ça je pense et moi, j'irais plus loin que ça. Pour moi, le numéro 2, c'est Gauthier Desclous. Pourquoi? Parce qu'il est encore sous contrat avec Genève. Robert Maillard, il n'est pas sous contrat pour l'an prochain avec Genève. Donc, toute la saison, il concédait le but de trop. C'est pas qu'il jouait toujours mal, mais c'est qu'il réussissait pas les gros arrêts au moment clé. Il n'a pas réussi à retrouver les émotions de ses derniers playoffs et forcément, si tu dois choisir, Desclous, pour moi, il a aussi un avantage par rapport à Maillard. Ouais, moi, c'est un peu comme ça que je le vois, mais comme le disait Jérôme, quand on aura 6 étrangers en forme, c'est sûr que ça va changer les choses. Après, lorsque Lennström reviendra en santé, est-ce que Honka sera de retour du côté de Berne à ce moment-là? Parce que Winnick est quand même absent un long moment. Et j'aime bien le fait que Genève Servette, parce que là, on parle, oui, d'Olkinuora, mais j'aime bien le fait que du côté de Genève Servette, on réussisse à performer sans Daniel Winnick. Ça donne du temps et de la marge de manœuvre à Marc Gauchi, parce qu'il faut rappeler qu'à Genève, il reste une licence d'étranger. Parce que Apala est une licence perdue. Honka finira pas la saison à Genève si Lennström reste en santé, donc c'est aussi une licence qui sera perdue. Il va rester une licence d'étranger. Elle devra aller à un attaquant en vue des playoffs. Mais la KHL finit sa saison avant nous. Il y a des joueurs de NHL, parfois après les transactions, des joueurs de HL qui peuvent décider de mettre le cap sur le championnat suisse. Même chose pour la Finlande. Donc, d'attendre est un luxe dans cette ligue en fin de saison pour aller décrocher le dernier élément qui peut être ta roue de secours en play-off. Bon, c'est pas un luxe d'avoir 3 gardiens avec une expérience, de la qualité. Franchement, ça peut que être positif en fin de saison. C'est des problèmes de luxe, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Sinon, c'est le coach qui choisit et qui a le dernier mot. Et puis après, si ça se passe bien, il dit « j'avais raison, j'ai fait le bon choix ». Si ça se passe pas bien, peut-être que certains lui reprocheront. Mais quand tu as 3 gardiens, dont un qui vient, qui est international, très solide et tout, Gauthier Desclous, qui est quand même excellent quand il est là et qu'on peut compter sur lui, un Robert Maillard qui a un petit peu des hauts et des bas, mais s'il est haut et puis qu'il est de nouveau haut en play-off, admettons, on se projette que Genève Servette commence ses play-offs et puis compte sur Olkinuora, ça se passe pas bien, Maillard rentre, ça prend feu, ça peut tenir jusqu'au bout une nouvelle fois. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? mettre 6 étrangers devant et c'est parfait, c'est le meilleur des scénarios. Moi, j'aimerais bien, si j'étais coach de Genève, j'aimerais bien avoir ce genre de problème avec moi. C'est vrai, c'est un problème de riche. Ouais. Moi, j'irais comme ça. Ouais. Par contre, moi, j'ai une petite question à vous poser avant que vous me la posez, vous. Comme ça, je vous lance la peau de banane, puis je quitte la recevoir, moi. tu parlais, Jonathan, qu'il reste une licence à Genève pour engager un étranger. Est-ce qu'il y a toujours la date limite pour engager les étrangers qui est à mi-février? J'ai pas la date exacte, mais normalement, oui, il y a toujours cette date qui existe. Il y a toujours une date limite. On peut pas aller jusqu'à la fin de la saison régulière et engager un étranger que pour les playoffs, on est d'accord? Je pense on doit l'engager bien avant. Hein. Mais voilà, je te donne un travail pour cet après-midi, Jérôme. Comme ça, tu pourras nous donner la réponse. De toute façon, c'est autour de mi-février, normalement, l'engagement des étrangers. On ne peut pas en engager juste avant le premier match des playoffs. Si on élargit un petit peu juste pour Genève
Servette. Ouais. Les résultats du week-end ont montré quand même un Valtteri Filppula, double buteur, un Tanner Richard, double buteur. Ça va mieux pour Richard. Hein? Ça va beaucoup. Moi, j'aime beaucoup le hockey qu'il monte depuis quelques semaines, là, avant même les fêtes. C'est aussi pour dire qu'il y a plusieurs joueurs qui ont eu soit des blessures, soit qui ont connu un début de saison un peu poussif, qui commencent vraiment à jouer de nouveau du très bon hockey. Et c'est vrai que maintenant on n'arrive pas encore dans la phase finale de la saison régulière, mais il reste entre 16 et 18, 19 matchs à jouer, et qu'on revoit certains joueurs qui commencent à sentir un petit parfum qui arrive là au large, qui s'appelle les playoffs. Est-ce que c'est ça, l'expérience? Être capable après, du côté de Genève, ils en ont de l'expérience à Genève. Il faut aussi combler l'absence de Winnick à Genève. Donc, il y a peut-être des joueurs qui ont pris leurs responsabilités, comme on dit. On sait que Winnick n'est pas là, et puis t'en fais un petit peu plus parce qu'il manque, Daniel Winnick. Est-ce que Artikainen en fait plus pour toi pour l'instant? Au niveau du hockey? Tu me parlais de quoi? Non, je ne sais pas. Artikainen, il est... T'allais pêcher avec lui? J'attends de voir les playoffs. Il va survoler les playoffs comme il l'a fait l'année passée. Ça a toujours été un joueur de playoffs, Artikainen. C'est un joueur qui joue quand ça compte. Ça ne veut pas dire qu'il ne joue pas quand ça ne compte pas. Hein. Ouais, parce que là, j'ai l'impression qu'il trouve que ça ne compte pas depuis le début de la saison. Moi, il me déçoit beaucoup. Il est capable de faire tellement mieux. Ouais. Moi, je trouve pas, honnêtement, parce que tu poses la question, les matchs, j'ai vu quand même plusieurs matchs de Genève depuis le début de la saison, j'en ai commenté beaucoup. Moi, c'est son implication. C'est même pas une question de chiffres, là. Il est rendu à 23 points, 7 buts. C'est même pas la question de chiffres. C'est l'implication. Je le sens frustré sur la patinoire et quand ça roule pas de la façon qu'il veut, il est désabusé, il est pas impliqué physiquement. La façon dont il protège la rondelle, la façon dont il utilise son corps physiquement, il nous a tous impressionnés l'an passé. On le revoit pas, ce Artikainen-là. Et ça, moi, c'est un peu ça qui me déçoit. Aussi, il a besoin de cette confiance-là. Mais moi, je dis comme ça, ce qui tombe bien, c'est cette pause en février cette année. Parce que les entraîneurs vont pouvoir remettre une grosse couche là, à un mois des playoffs sur le physique, régler les derniers détails et vraiment préparer les équipes pour la dernière ligne finale. Et puis, je pense qu'on pourra... Nous, on n'en a vraiment jamais vraiment douté de voir Genève reprendre un petit peu des couleurs. Maintenant qu'ils sont revenus top 6, on va dire au bon moment de la saison aussi, avant que ça devienne un petit peu la panique de fin de saison, tu dois aller chercher absolument des points, de voir Genève là qui est 7 en 8, qui va bien. C'est quand même un adversaire sur lequel on pourra compter. Ouais. Ils sont bien 6e. Vaut mieux être le chassé que le chasseur. Hein. Exactement. Et Jérôme, je vais utiliser le commentaire de Ludovic pour te lancer sur notre nouveau club, notre club suivant plutôt. Entre le 6e Genève et le 9e Ambry, il y a 6 points d'écart. La lutte pour le top 6 va être superbe. Mais est-ce que Ludovic a oublié une équipe? Peut-être le HC Bienne? Ouais, un HC Bienne qui, pour la deuxième fois de la saison, a fait 6 points entre le vendredi et le samedi. La première fois, c'était sur le premier week-end du championnat, donc ça remonte à Perpète-les-Oies, comme on dit. Un HC Bienne qui avait perdu son premier match à Lausanne le 2 janvier, on en a parlé tout à l'heure, face à un bon Lausanne Hockey Club. Bienne qui n'a pas été formidable ce week-end, il faut le dire. Ils ont battu Cloton, ils ont battu Ajoie. J'ai envie de dire que tout le monde s'attendait à ce que Bienne fasse 6 points. Enfin, autre chose que 6 points pour le HC Bienne face à Cloton et Ajoie, ça aurait été décevant. On ne va pas se mentir, ni dire que Cloton et Ajoie, on va les mettre de côté et tout. Mais je veux dire, Bienne, dans son statut, devait faire 6 points ce week-end. Il les a fait, avec un blanchissage à Cloton. Mais sur le match en lui-même, ce n'était pas exceptionnel, honnêtement. Le match à Ajoie samedi, le premier tiers, il est très mauvais. D'ailleurs, le coach change ses lignes à la pause pour revenir avec des lignes plus classiques au début du deuxième tiers. Le power play, il ne tourne pas. Dans les supporters, ça parle beaucoup parce que personne ne comprend ce que le coach fait. Honnêtement, je ne sais même pas si le coach il comprend ce qu'il fait. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais c'est un Bienne qui revient. Un Bienne qui est en train de remonter, un Bienne qui à un moment donné était 13e du classement, et puis on s'était dit, ok, du côté de Bienne, on va remonter dans les places 11-12, c'est fait, maintenant ils sont top 10, et puis je crois qu'à Bienne, on a envie d'aller chercher cette au moins 8e place, parce qu'on rappelle le règlement des play-in, c'est 7 contre 8, puis 8 contre 9, puis ensuite le perdant de 7 contre 8 joue contre le gagnant de 9 contre 10, donc en étant 7e ou 8e, on se donne 2 chances finalement pour arriver en play-off. Et je crois que Bienne, maintenant, a envie d'aller chercher cette 8e place. Il y a 6 points de retard sur Lugano avec un match en moins. Tiens, il y a un Lugano-Bienne vendredi.
match à confrontation directe, donc ça pourrait faire revenir Bienne à 3 points. Donc voilà, Bienne fait les points, Bienne ne joue pas bien, et puis pour reprendre un terme de Stéphane, c'est pas comment, c'est combien, et c'est un petit peu le début d'année de Bienne, parce que leur meilleur match sur les 3 cette année, c'est le match qu'ils perdent à Lausanne. C'est leur meilleur des 3. Donc voilà. Surtout en ce moment, Jérôme, j'ai envie de te dire, si c'est pas important comment, c'est vraiment les points qui tombent, parce que tu peux gagner tes matchs plus difficilement, mais Bienne a vraiment besoin de points. Comme tu l'as dit, l'appétit vient en mangeant. On voit des objectifs toujours un petit peu plus hauts. On voyait Genève à la hausse, on voit Bienne qui revient. Alors pour la remontada, ça paraît peut-être un petit peu difficile de voir un top 6, mais comme tu le dis, viser le top 8, c'est quand même rien impossible. Hein. Devant eux, tu disais que c'est Lugano et Ambry qui occupent les places 8 et 9, hein, juste devant. Maintenant, ce pas des équipes qui sont pleine réussite. Hein. Il reste sur 3 et 4 défaites. Donc, c'est vraiment tout à fait envisageable de redistribuer les cartes de cette fin de saison. Et c'est vrai que Bienne a des bons moments, a retrouvé ses blessés, pas encore totalement son jeu. Ça prendra peut-être plus de temps, voire peut-être trop de temps pour le retrouver, ce plaisir, cette envie qu'ils avaient l'année dernière et de la superbe saison qu'ils ont effectuée. Mais reste que, pour l'instant, les points sont mis au chaud et qu'on se retrouve un petit peu dans une situation plus confortable pour les Biennois. Moi, je pense qu'en ce moment, il y a un peu d'orgueil du côté du HC Bienne. Simplement, tous les joueurs, j'ai l'impression, sont un peu contre l'entraîneur. Là, soyons honnêtes, l'entraîneur ne fait pas l'unanimité chez les spectateurs. Jérôme, d'ailleurs, t'en parlait. C'est le seul membre de l'équipe qui est hué à la présentation des joueurs avant le début du match. Ça fait bizarre, honnêtement. Dans le vestiaire, il ne fait pas l'unanimité non plus, mais en même temps, ces joueurs-là ont une fierté aussi. Ils sont rendus en finale l'an passé. La plupart veulent finir cette saison de la meilleure des façons. Mais messieurs, depuis qu'on parle du HC Bienne, il y a un sujet de discussion qui revient toujours, le traitement réservé à Noah Delémont. Les gens veulent notre avis, comprennent pas ce qui se passe avec Noah Delémont. Je veux bien commencer, si vous voulez. Vas-y. Je peux finir aussi, si voilà. Je vais faire le milieu. J'ai un avis très tranché. Ce qui est en train de se passer avec Noah Delémont, pour moi, est tout à fait inadmissible, dans le sens que le joueur s'est montré patient et jeune encore, qu'il a démontré vouloir apprendre aussi des assises défensives, de pouvoir mettre son talent offensif à disposition, de pouvoir prétendre à du jeu en power play, et que tout ça on ne lui donne pas, qu'on le met à l'écart maintenant, tout ça pour les raisons d'un entraîneur qui a des idées fortes, et que qu'est-ce qui va arriver? Ça risque que le joueur soit dégoûté de sa situation, lui le pur produit biennois, et qu'il ait envie d'aller voir ailleurs. Est-ce que ça c'est normal quand on a un jeune pétri de talent, pétri pas pour le jeu avec Matti Kainen, hein, excusez-moi, hein, elle est un petit peu facile, mais qu'on risque de perdre parce qu'on décide facilement? Moi, je trouve que là, on passe à côté de quelque chose, et puis qu'une autre équipe, peut-être dans quelques semaines, profitera de la signature de Noah Delémont. Voilà. Je prends le crachoir avant de te le donner, Jérôme. J'ai parlé l'an dernier, pendant la blessure au défenseur Yakovenko, à Noah Delémont. Je fais une entrevue avec lui et je discute un peu après. Et il me disait, je suis content là, avec les blessures, j'obtiens du temps de power play, plus de responsabilités. Il prenait littéralement le rôle de Yakovenko. Et honnêtement, il s'en sortait très bien. Tu voyais un défenseur en plein développement. Nouveau coach arrive, c'est simple, le coach ne l'aime pas. Le coach ne l'aime pas, aime pas le style de défenseur qu'il est. Et imaginez le stress, la pression sur Noah Delémont. Chaque minuscule erreur qu'il fait, il est cloué au bout du banc pour le match. Ces matchs peuvent prendre fin après 1, 2, 3 présences, parfois aucune présence, simplement parce que le coach a décidé que lui, c'est non. Je ne le veux pas dans mon équipe. Et pour moi, je ne comprends pas que Martin Steinegger ait accepté cette situation depuis le début de la saison. Et le résultat, c'est que Delémont va finir par partir. Il l'accepte aussi, Steinegger, parce qu'ils ont misé sur Luca Christen maintenant. On lui a donné un contrat. Avec Delémont, pour l'instant, il n'y a rien, tu vois. Donc, c'est pas le faire preuve de confiance non plus et de rassurer ce joueur. La dernière fois que c'est arrivé, Valentin Nussbaumer, Dominique Egli aussi, qui était pas un pur produit viennois, mais qu'on a mal utilisé. Est-ce que ces deux joueurs, on les reprendrait dans le HC Bienne aujourd'hui? Est-ce que Noah Delémont, s'il part,
il y a des bruits qui courent que ce ne serait qu'une question de temps. S'il part, est-ce qu'on va le regretter du côté du HCBN dans 1 an ou 2? Moi, je pense que oui. C'est dommage. C'est un joueur du cru. Tu perds Radgeb, il pouvait prendre une place. Je dis pas qu'il pouvait jouer autant que Radgeb tout de suite, mais il pouvait. Jérôme, vas-y. Alors déjà, pour répondre à ta question, Jonathan, est-ce que Bienne va regretter Delémont dans 2, 3 ou 4 ans? Je pense que c'est le dernier souci du coach actuel. Lui, le coach actuel, il veut une équipe compétitive maintenant, il veut l'équipe maintenant. Ce qui va se passer à Bienne dans 4, 5, 6, 7 ans, je crois que ça lui passe bien au-dessus de la tête. Lui, il n'est pas là pour former des joueurs, il est là pour faire des points maintenant. Et soyons honnêtes, il ne sera sûrement pas là dans 4, 5, 6 ans. Alors ça, je ne sais pas, mais... Je dis ça, je prends pas trop de risques, toi. Non, mais il n'est pas là pour former des joueurs. Lui, je crois qu'il s'en fiche un petit peu de ça. Et puis, du côté du HC Bienne, alors, ils ont 9 défenseurs à Bienne. Ils jouent à 7, donc il en faut 2 qui ne jouent pas. Yakovenko est blessé, il en reste plus que 8. Alors, honnêtement, sur certains matchs, c'est vrai que Noah Delémont n'a pas forcément été le meilleur. Il est en concurrence avec Christen et avec Stamfli. Je crois qu'on est sur la même longueur d'onde. Il y a 2 places pour ces 3 joueurs. Donc, que Delémont, sur certains matchs, soit surnuméraire, moi, ça ne me choque pas, honnêtement. Christen, je pense que cette année, a montré qu'il avait sa place en National League et à Bienne. D'ailleurs, ils ont renouvelé son contrat. Ce n'est pas une coïncidence. Par contre, très bien aussi. Yannick Stamfli, sur le match de samedi, il n'a pas été du tout bon. Donc, si vendredi à Lugano, ce n'est pas Noah Delémont qui joue à la place de Stamfli, là, je ne comprendrais vraiment pas pourquoi. Parce que honnêtement, Stamfli contre Ajoie, il n'a pas été bon. Sur d'autres matchs, il a marqué contre Zouk, par exemple, Stamfli, le 23 décembre. Donc, honnêtement, moi, ça ne me choque pas qu'il y ait un tournus et que Noah Delémont soit le tournus, de il temps n'est pas en temps vraiment là, il l'a pris en grippe, on dirait. Ouais. Là, il l'a pris en grippe, c'est sur les matchs de suite que moi, ça me choque que Noah Delémont. Après, j'ai discuté avec certaines personnes à Bienne, on me disait, mettre Stamfli en 7e défenseur, c'est mieux que Noah Delémont parce que Yannick Stamfli, il a un jeu où tu peux le laisser sur le banc 5, 6, 7, 8 minutes et tout d'un coup lui donner 30 secondes de jeu. Il va faire le job, il aura de l'impact. Ce qui est plus compliqué à faire pour Noah Delémont. Noah Delémont, c'est plutôt un joueur qui a besoin de rythme dans un match, qui est obligé de faire shift par shift par shift par shift. Et on me disait, si c'est pour le mettre 7e défenseur puis l'envoyer 30 secondes toutes les 6-7 minutes, ça ne sert à rien. Vaut mieux mettre Yannick Stamfli. Donc, ça serait peut-être aussi une question de caractéristiques de joueurs. Et voilà ce qu'on me dit. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, ça ne me choque pas si Noah Delémont est surnuméraire de temps à autre. Mais lorsqu'il est dans l'alignement, utilise-le. Tu viens de le dire. OK, il doit jouer un petit peu ici et là. Son temps de glace est réduit. OK. Mais là, c'est même plus une question de temps de glace réduit. C'est une erreur. Ciao! Ouais, mais la question que je te pose, Joe, imagine qu'à Lugano, tu sors Stamfli pour mettre Delémont. D'accord? Toi, tu dis, si tu as Delémont dans l'équipe, il faut l'utiliser. Donc, toi, tu le mettrais top 6, Noah Delémont. Honnêtement, pour moi, Noah Delémont est top 6. Oui, alors, tu mets qui 7e défenseur? Tu peux aussi faire un tournus et expliquer. On parlait de la communication. C'est ça. Est-ce que tu peux Löw 7e? Non. Radgeb 7e? Non. Forster 7e? Non. Grossman, bof. Moi Buren, il fait le job. Je dis pas 7e, mais tu peux aussi faire des tournus, puis laisser reposer, puis préparer l'équipe, parce que tu sais que tu as un 7e ou un 8e qui a du talent, et tu dis une fois à Beat Forster, tu as ton samedi soir de libre, tu es surnuméraire, tu dis à Robin Grossman aussi une fois. Pour moi, ça n'a rien de scandaleux, plutôt que de laisser à l'écart tout le temps le même. Et là, Julien Mété nous le dit. Que Delémont soit surnuméraire de temps en temps, c'est pas ça qui me choque. Moi, Julien nous dit dans le chat, juste, je retrouve que Noah n'a jamais droit à l'erreur, c'est ce que tu disais, alors que Christen et Stamfli en font aussi des fautes et jouent malgré tout. Ça, c'est vrai. Voilà. Parce que, Jérôme, tu parlais qui je mettrais 7e défenseur si je mets Delémont dans mon top 6. Tu parlais de Beat Forster. Pourquoi Beat Forster, en ce moment, n'est pas aux côtés de Delémont presque 100% du temps? Ça peut être un tournus entre 3, hein, ça peut être une 3e paire où tu joues un shift sur 2 et d'avoir assis à côté de toi sur le banc et dans le vestiaire un Beat Forster qui prend toute son expérience et qui la donne à un jeune
qui l'aide dans les moments difficiles, qui l'encourage dans les bons moments, qui l'aide à progresser. Il faut dire que Delémont, l'an dernier, il y a eu quelques matchs qu'il jouait justement avec Beat Forster. Et ça permet tu utilises ton expérience. D'ailleurs, Forster est à sa dernière saison. Tu utilises cette expérience au profit d'un jeune. Et c'est là où moi je trouve que, OK, de le mettre sur une feuille de match 7e défenseur, c'est une chose, mais de toute façon, les lignes sont changées, puis Matikainen les change au fur et à mesure que le match avance. Donc, pourquoi ne pas le mettre 7e sur la feuille de match, mais l'utiliser comme un 6e / 7e, de faire un tournus entre 5, 6, 7 et d'utiliser des matchs, des paires. Radgeb, tu perds Forster l'année prochaine, tu as déjà perdu beaucoup d'attaquants qui vont voir ailleurs. Delémont, peut-être tu le perds éventuellement. Aussi. Hein, on va encore mettre tout ça au conditionnel. Mais tu vois, je pense que le coach, l'année prochaine, il s'en fiche, quoi. Ah oui. Je pense. Il veut maintenant. Oui, mais Steinegger, lui, ne devrait pas s'en foutre. Et moi, c'est là où j'ai un problème. Parce que c'est bien beau, là, Matikainen, tu l'as engagé, c'est ton coach. Mais à un moment donné, il faut que tu rentres dans ton vestiaire, que t'assoies avec Matikainen, puis lui dire, c'est quoi ton plan? Parce qu'en ce moment, tu es en train de foutre mon équipe en l'air. Tout le monde veut partir. T'as pas vraiment de plan, on comprend pas ton plan, tu t'en vas où? Je t'ai mis en poste avec un plan, il y a certainement eu on s'entend qu'il a dû avoir des interviews avant de le signer, là. Il devait avoir un plan, il a dû présenter un plan, normalement les coachs c'est ce qu'ils font. Ben, le plan il est où, il s'en va où, il va me donner quoi? Parce qu'en ce moment l'équipe ne s'améliore pas. L'an prochain, elle va être moins bonne. Oui, mais l'an prochain, elle va être moins bonne que ce qu'on a dans les 2 dernières saisons. Donc on s'en va où? On l'a beaucoup protégé, Matikainen, quand il avait les blessés. Certainement à juste titre. Oui. Je suis le premier à dire. Maintenant que tout le monde est quasiment de retour, il y a des choix, des lignes, des coachings qui font toujours discuter. Et le problème, il est toujours un petit peu le même. Si vous discutez avec les gens du milieu, on revient toujours à pointer la même personne. Hein. Ouais, mais les points sont là. Joe, tu m'as dit ce matin, c'est quoi 2 points par match depuis le 8 décembre? C'est ça? Oui, exactement. 2 points par match en 8 matchs. 16 points. Oui. Donc, on peut critiquer le coach. Lui, il va prendre le classement, puis il va dire, OK, depuis le retour de mes blessés, voilà ce que je fais. Oui, et mais est-ce que tu arrives à te qualifier 7 et 8, comme tu le disais avant, et puis de venir mourir en play-in? Est-ce que ta saison est réussie? Et puis, est-ce que le bilan de Matikainen est positif? Non. Mais lui, il peut dire, OK, j'ai pas fait un bon début de saison, mais j'avais quand même 6, 7, 8, je suis même allé jusqu'à 9 blessés. Donc, j'ai des excuses parce qu'il a dû quand même mettre Radgeb comme centre attaquant, Grossman au centre. Il a dû mettre quasiment des juniors dès le 3e bloc. C'est quand même pas évident. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de coachs qui s'en seraient sortis à sa place. Il faut être honnête quand même. Ça, on dit pas le Et puis maintenant, il peut dire, depuis que mon équipe est au complet, avec en plus le retour d'Eponiemi et de Kunsley et compagnie, je suis à 2 points par match. Donc, sur les résultats, puis finalement, c'est les résultats qui comptent. Sur les résultats, est-ce qu'on peut lui reprocher quelque chose? Je pense pas. Messieurs, pour terminer sur le HCBN, il y a Fabrice qui dit dans le chat, Rayala a tout de même prolongé malgré le coach. Il faut dire aussi que Rayala veut éventuellement un passeport suisse et ça aide de rester sur le même canton. C'est ce que je me suis fait dire. Je me suis informé un peu sur les passeports et ça aide de rester sur le même canton. Moi, c'est ce que j'ai entendu dire. Donc, ne déménage pas. Non, moi, c'est terminé. C'est terminé. Pour Rayala aussi. Non, mais bon, Rayala, il est à la maison, les gars. Il est là depuis tellement longtemps. Oui. Il est plus finlandais, il est plus étranger, il est zélandais. Rayala a sa propre chanson lorsqu'il marque les buts, dans la patinoire. C'est même pas les supporters qui lui ont fait une chanson, ça oui, mais il a sa propre musique quand il marque. Hein. Pardon. Monsieur Rayala. Bon, messieurs, on va avancer. On va maintenant parler de Fribourg-Gotteron. Une équipe de Fribourg-Gotteron qui est à 3 victoires en 2024 en 3 matchs. 9 points sur 9 de récoltés. Fribourg gagne. Fribourg continue de regarder vers le haut. Fribourg est 2e, mais Fribourg ne convainc pas. Et ne voyez pas par là que je deviens très exigeant ou trop exigeant avec le club. Parce que vous allez me dire, et je vous entends déjà les fans fribourgeois dire 9 sur 9, puis on trouve quelque chose à redire. Mais dans l'ensemble, sur 60 minutes, je trouve qu'à chaque prestation, il manque encore un petit peu quelque chose toujours à Fribourg-Gotteron. Est-ce que l'équipe nous a trop enthousiasmés en début de saison et qu'on est devenu peut-être à ce niveau-là, peut-être dans l'attente d'avoir un peu mieux? Ou est-ce que tout simplement, c'est le nouveau standing de Fribourg-Gotteron de tourner comme ça et de savoir gagner les matchs aussi, même quand on ne joue pas bien? J'ouvre la question. Jérôme, tu nous as lancé une peau de banane, je te la laisse celle-là.
Écoute, je vois Fribourg comme Genève l'année passée. C'est-à-dire que l'équipe, elle peut enflammer un match et forcément, elle va le gagner. Il y a des soirs où Fribourg est pas trop là, mais Fribourg arrive quand même à chercher la victoire parce que tout à coup, tu as une étincelle de Berchi ou une étincelle de Di Domenico ou une étincelle de Sorensen ou de n'importe qui parce qu'il y a énormément de talent. Tu parlais de la constance sur 60 minutes. J'ai l'impression que Fribourg, sur un match, on ne peut pas être 60 minutes en temps fort. Il y a forcément des temps forts et des temps faibles. C'est pas possible d'être constant 60 minutes. Et j'ai l'impression que Fribourg, quand ils sont en temps fort, ils arrivent à marquer des buts et à vraiment concrétiser ces temps forts. Et quand il y a des temps faibles, eh bien, j'ai l'impression qu'ils arrivent à les limiter, ces temps faibles, à pas trop encaisser ou à encaisser très peu, voire même pas du tout. Et puis vraiment à gérer le match comme ça, c'est-à-dire à être très performant dans les temps forts et à gérer suffisamment bien les temps faibles pour pas que ces temps faibles deviennent un handicap. Par exemple, si je prends le cas de Ajoie, par exemple, tout simplement, Ajoie a eu un passage à vide 2 minutes contre Bienne samedi, et ben ils ont pris 2 buts et c'est le tournant du match. Fribourg, quand ils ont ces passages à vide, 2, 3, 4 minutes ou de temps en temps, ils arrivent quand même à ne pas encaisser, à se remobiliser, à se dire tout à coup, OK, on sent qu'on a un temps faible, on se regroupe autour du gardien, on fait jouer l'adversaire le long des bandes, on essaye de boucher les angles de tir, les angles de passe, et puis ça passe crème finalement. Moi, je suis totalement d'accord avec ça. Tu enlèves le match de Cloton où tout a bien fonctionné, 7-1, tu soignes tes statistiques, tu profites d'un adversaire qui Bah là, patine ils ont montré totalement qu'ils à étaient côté de clairement dessus. de ses patins et puis que Fribourg était nettement meilleur, il n'y avait pas photo. Contre Lausanne, ça a bien joué, ils ont très bien commencé la rencontre, ils ont surtout maîtrisé la mi-match, moment où ils ont appuyé sur l'accélérateur pour marquer 2 buts en quelques minutes et se mettre à l'abri dans cette rencontre. Ils ont certes tremblé jusqu'à la fin, mais ce qu'ils n'ont pas pu vraiment tirer profit, c'est les situations spéciales, parce que Lausanne concédait beaucoup de pénalités, et ils auraient peut-être pu appuyer pour définitivement classer le match et s'éviter peut-être un petit peu de suspense jusqu'à la fin. Et lors du dernier match à Langnau, tu changes le gardien, ça faisait Berra qui jouait les 9 derniers matchs, tu mets Rueger, n'a pas été génialissime, tout comme l'équipe, mais des fois à Langnau, c'est toujours un petit peu le sas de décompression dans la tête des joueurs. Hein. C'est con, mais ça tombe toujours sur ces équipes-là et les Tigres, ils n'en ont pas profité parce que Fribourg, malgré tout, a réussi à gagner cette rencontre en fin de match à l'expérience, on va dire. Oui, exactement. C'était quand même un piège parce que Langnau est dû pour gagner, on va le dire comme ça, même s'il y a des blessés, même si c'est plus l'équipe qu'on voyait en début de saison qui enchaîne là, sur 8 défaites consécutives. Parfois, il y a toujours ce mental qui fait « Ah, c'est une petite équipe, c'est Langnau. On a laissé quand même beaucoup d'énergie contre Lausanne. Reste que Lausanne, c'est un derby, c'est serré, c'est nez à nez depuis le début de la saison, c'est intense chaque match. Donc là, tu arrives contre Langnau, un peu suffisant. Mais tu le gagnes. Exactement. Et ça, c'est important, c'est de savoir comment gagner des matchs. Et cette saison, Fribourg, faut leur donner, ils savent comment gagner des matchs. C'est pas toujours parfait. Et le plus récent champion, puis Jérôme l'a très bien dit, le plus récent champion n'était pas parfait 52 matchs la saison dernière. Au contraire, Fribourg a réussi à se remonter après un passage un peu à vide. Là, c'est quoi? C'est 9 matchs consécutifs avec au moins un point de classement. 8 victoires en temps réglementaire sur les 10 derniers matchs. Ils ont perdu dans le temps réglementaire contre Zurich. Sinon, c'est que des points de récolter à chaque soirée, en effet. Exactement. Et ils sont maintenant à 4 points de Zurich, évidemment avec un match de plus disputé, mais tout de même, on doit dire que Fribourg-Gotteron est une équipe à prendre au sérieux cette année. Je vois dans le chat passer 2 ou 3 fois depuis le début de l'émission. Est-ce que Fribourg peut être champion? Est-ce que Fribourg sera champion? La réponse est oui. Et la deuxième est... C'est ce que je voulais dire. Non, mais c'est de la musique d'avenir. Est-ce que Fribourg sera champion? Je ne sais pas. Est-ce que Fribourg peut être champion? Oui. Mais reste que Zurich a aussi eu ses matchs cette saison, et on parle de l'Armada zurichoise, l'équipe à battre cette saison. Ils ont aussi eu des matchs où moi, je suis allé les commenter, puis je me disais, ouais, c'est suffisant, mais sans plus. Et Fribourg a ce genre de match-là aussi, et ils ont des matchs où ils dominent complètement, où ils sont en parfaite maîtrise de leur sujet, mais ils ont toujours un adversaire aussi devant eux. Et moi, je me fais pas trop d'inquiétude pour Fribourg.
en espérant, et on va toucher du bois pour eux, c'est ce qui revient dans qu'ils le chat. restent en santé. Et on en a discuté le 2 janvier dans notre émission. C'est cet effectif très light du côté de Fribourg-Gotteron. Et rester en santé, comme le dit Jonathan, c'est vraiment le maître mot qu'il faut utiliser. Parce que tu devras aller te renforcer. Alors on nous demandait s'il y aura des étrangers qui vont venir. La réponse est oui. Christian Dubé même nous l'avait dit dans un récent overtime. Il aimerait peut-être un gardien étranger au cas où Berra venait à connaître une petite blessure ou ressentir peut-être un moment un peu moins bien dans sa saison parce que pour l'instant il est monstrueux. Et peut-être même en attaque aussi parce qu'on voit maintenant il y a Nathan Marchand qui est blessé, il y a eu Valzer qui a été malade et tout d'un coup tu te retrouves avec un effectif à peine mais le juste problème... pour constituer 4 blocs offensifs. Donc voilà, peut-être des licences B, peut-être des prêts. Il y a tout qui est envisageable au niveau des discussions. Il faut juste être, on va dire, habile sur le marché pour saisir les occasions. Ouais, mais aller chercher des étrangers, c'est bien, mais si tu as des Suisses qui se blessent, tu peux pas les remplacer par des étrangers. Moi, je dis aller chercher... C'est 6 maximum. Donc, aller chercher des étrangers, oui, mais aller chercher des possibilités, on le voit, Langnau le il faut aller chercher des licences plein. B, ouais. Et puis peut-être que des équipes en fin de saison auront peut-être envie de laisser des joueurs contre un petit peu d'argent en retour et de laisser des joueurs venir dans le club de Fribourg. Moi, tout est possible. Je suis pas fan d'aller chercher des joueurs de Swiss League parce que tu sais jamais à quel moment ils peuvent arriver pour le bien de ton équipe. Et puis, il y a quand même un step qui se fait toujours plus grand entre la Swiss League et la National League. Par contre, rester alerte. Là aussi, il y a une date limite pour le transfert des joueurs suisses. C'est quoi, 31 janvier, normalement? Écoute, on te laisse le trouver encore. Deuxième job l'après-midi, c'est ça. mais ils vont les signer, les licences B, parce que tu es obligé. Oui. C'est toujours une sécurité supplémentaire. Mais de là, les utiliser, je ne sais pas. Je prends une dernière question, messieurs, puis ensuite on enchaîne avec notre dernier club. C'est Mickaël qui demande, pensez-vous que le club va changer d'avis et offrir une dernière année à Bikoff? Honnêtement, non. Ils n'auraient pas annoncé partout dans les médias que c'était terminé avec Bikoff s'ils étaient pour changer d'avis ensuite. Mais on revient à la profondeur suisse dont Jérôme parlait. C'est quand même surprenant qu'une équipe qui a si peu de profondeur se permette de perdre un joueur qui avait accepté un rôle sur un 4e bloc et qui faisait pas du mauvais travail sans être le Bikoff qu'on connaissait avant. C'était quand même pas... C'est pas un joueur qui coûte des matchs à Fribourg-Gotteron. Quoi qu'il en soit, messieurs, on va maintenant parler de notre dernier club roman aujourd'hui, le HC Ajoie. HC Ajoie qui m'a bien plu ce week-end. Ils ont battu Langnau vendredi. Ils ont perdu, on va dire, avec les honneurs à Bienne samedi. J'ai trouvé un Ajoie qui a franchement fait le job. Surtout vendredi contre Langnau. C'était entre Langnau et Bienne, c'était le match à gagner contre Langnau, même si 3 points contre Bienne, ça aurait été bien aussi. Mais je veux dire, s'il fallait choisir 3 points ce week-end, il fallait battre Langnau et perdre contre Bienne. On va dire ça comme ça, parce que Langnau, ça pourrait être aussi un adversaire pour le play-out, même si pour l'instant, l'épée de Damoclès se trouve plus sur Cloton que sur Langnau, mais au niveau moral, c'était bien. 5-1 à la maison pour Ajoie, qui a fait un super premier tiers vendredi, surtout grâce à une 4e ligne que j'ai beaucoup aimée, Boson, Rundquist et Chiaroni. Le retour de Chiaroni amène beaucoup d'expérience aussi, je trouve. Ajoie a peut-être eu aussi de la chance de marquer après 9 secondes de jeu contre Langnau, mais ça prouve qu'Ajoie a su profiter de sa chance. Le deuxième tiers, les Jurassiens n'étaient pas là, vendredi contre Langnau. Mais ils ont eu un Damiano Ciaccio exceptionnel dans les buts. Vraiment, il a livré la marchandise. Tout comme Wolf samedi à Bienne d'ailleurs. Donc, 2 très bons gardiens ce week-end pour Ajoie. Et pour une fois, Ajoie a gagné un match qui était serré. Enfin, où ils se sont fait remonter. Ils avaient perdu contre Genève, qui les avait dépassés. Ils avaient perdu contre Lugano, qui les avait dépassés aussi. Il y avait 2-0 pour Ajoie, Langnau qui est revenu à 2-1, Langnau qui dominait. Tout le monde s'est dit, voilà, ça va faire 2-2, 3-2 Langnau, et puis ça sera de nouveau 0 point. Non, Ajoie a encaissé qu'un but, ils ont fait le dos rond. En fin de 3e tiers, alors que Langnau a vraiment poussé pour mettre le 2-2, il y a une contre-attaque, ils ont mis le 3e, puis après le 4e et le 5e. Et contre Bienne samedi, ils ont été mal payés. Ils ont ouvert la marque, ils auraient dû mener 2-0, honnêtement, parce que Bienne n'était vraiment pas au mieux à ce moment-là. Puis comme je l'ai dit avant, ils ont eu un blanc en fin de 2e tiers.
Bienne en a profité parce que Bienne, ils ont des joueurs, ben voilà, quand tu leur tends le bâton, eh ben, ils le prennent. Et puis, ils ont réussi à marquer. Mais franchement, un bon Ajoie ce week-end. Vraiment. Enfin, un succès en 60 minutes En pour le plus, HC Ajoie. Ça faisait depuis le 4 novembre qu'ils attendaient ça. Donc le succès de vendredi est forcément bon à prendre parce que je rappelle qu'il y a quelques mois en arrière, ce genre de match contre des adversaires directs, c'est comme s'ils étaient tétanisés, les Ajoulois. Ils les disputaient jamais sous leur meilleure forme. Et là, ça s'est très bien passé. Ça va aider. Il faut bien sûr, et je leur souhaite, d'enchaîner peut-être une petite série positive, rien que pour continuer de rester à distance respectable dans cette dernière place et surtout préparer cette fin de saison, mais aussi pour les têtes, de gagner contre les adversaires qui peuvent être les tiens d'ici le début du mois de mars. Et pour l'instant, ça, Ajoie le fait plutôt bien et peut s'appuyer quand même sur une équipe relativement solide à la maison, même si ça se passe quand même pas toujours bien sur le décompte final. Mais à la maison, Ajoie performe. Il faut encore trouver des solutions à l'extérieur. Mais Ajoie n'est pas dans sa situation des autres années où c'était déjà la catastrophe, où il y avait une liste de blessés impressionnante et où on commençait à trembler pour la fin de saison. On n'y est pas. L'équipe a progressé. Il faudra maintenant le prouver dans la fin de saison en continuant de faire des bonnes prestations chaque soir et de préparer surtout le moment le plus important de la saison pour les Jurassiens en montrant que cette fois-ci, il y a eu un step et qu'on arrête de se faire peur. Oui, parce qu'imaginez, là, évidemment, on est encore loin de ça, mais imaginez si Cloton continue de perdre et qu'Ajoie réussit à recoller au classement. Ils sont à quoi 6 points? Ils sont à 9 points. À 9 points avec 3 matchs de moins. Et c'est là où je voulais en venir, Jonathan. Il y a un avantage. Oui, mais alors faites-moi pas la règle des 3, les gars, hein, parce que... Non, mais j'ai entendu, parce que vendredi, j'ai commenté le match à Port-Rentruy. J'ai entendu dans les coulisses des membres du staff qui disaient on aimerait aller chercher cette 13e place parce que mathématiquement... J'aime cette attitude. Mathématiquement, je dis bien mathématiquement, il disait mathématiquement, on est à égalité avec Cloton, 9 points de retard, 3 matchs de moins, donc on est assez proche. Alors, ça ne veut pas dire que les 3 matchs de moins, tu vas les gagner, on est d'accord. Mais on sent du côté de Port-Rentruy cette envie de se dire on a envie d'aller chercher l'avant-dernier pour avoir l'avantage de la glace en play-out. Et ça leur donne un objectif. C'est ça. C'est la meilleure chose qui peut leur arriver, c'est d'avoir maintenant un nouvel objectif et un peu une cible, si on veut, se dire allez, on va essayer d'aller les chercher. Et pour répondre à Fabrice dans le chat qui nous pose la question, est-ce que Ajoie est meilleur que Cloton en ce moment ? La réponse est oui, parce que Cloton, sur ce week-end, vraiment, non, mais même avant, Cloton en ce moment, dans le dernier mois, c'est le néant. Il y a des étrangers à côté de leurs patins, même dans les buts, ça ne fonctionne pas. Défensivement, tu es allé chercher Beaulieu, tu devrais avoir un Rheinbacher qui devrait faire un step et tout, mais ça pédale dans le yogourt, comme j'aime bien dire. Et Ajoie, bien sûr, n'a pas eu le salaire escompté parce que contre Lugano, tu gagnes 3-0, tu perds. Contre Genève, tu gagnes 2-0, tu perds. Mais c'est meilleur que Cloton à coup sûr sur le dernier mois. Mais là, messieurs, ça veut dire un objectif enfin, parce que ça fait 2 ans et demi qu'on attend un objectif du côté d'Ajoie. Pour les joueurs, c'est enfin, là, on sort la tête de l'eau parce que toujours jouer pour se préparer à la série de play-out, c'est pas une préparation, c'est dur mentalement. Il y a aussi la pause qui a fait du bien à certains joueurs. Hazen était du côté de l'équipe canadienne à la Coupe Spengler. Guillaume Asselin aussi, avec leur famille. Tu passes du bon temps en station, tu te changes les idées, tu rencontres des nouvelles personnes dans le vestiaire. Bon, tous les Québécois sont allés s'aérer dans la station grisonnante. Oui, tout le monde a été sélectionné. Il y a juste De Vos qui n'a pas joué, mais il était sélectionné aussi. Frédéric Gauthier qui a soigné sa blessure aussi, qui revient. Il y avait de la famille qui venait lui rendre visite également. Et d'ailleurs, Gauthier, Asselin, ils ont bien fait à leur retour. Ils ont bien fait cette semaine, dans cette première semaine de janvier. Ça fait du bien de s'aérer l'esprit un peu, de changer de changer d'air de cette spirale qui est constamment négative, même si les fans sont là, même s'ils sont exceptionnels, même s'ils sont au rendez-vous, reste que pour les joueurs dans le vestiaire, t'arrives, puis c'est défaite après défaite après défaite. Là, il y a un objectif, on s'est fait du bien, on s'est fait plaisir pendant le temps des fêtes. Là, on est prêt à repartir pour un 2024 qui, souhaitons-le, sera plus positif que négatif. Ils l'ont bien fait. Pour l'instant, reste à confirmer, bien sûr, sur les prochaines sorties pour les Jurassiens. Mais de ce qu'on a vu, et avec le retour de Chiaroni qui donne aussi cette expérience et cette profondeur, moi, je trouve que ce dernier week-end était pas mal.
Ouais, offensivement, Odette aussi, qui produit enfin. Il a repris Bah, le il a maillot pris le casque de top je vais scorer, le dire d'ailleurs. comme scorer ça, à ouais. Zen. C'est pas toujours parfait défensivement. C'est un joueur qui triche parfois, mais qui réussit au moins à amasser des points. Bon, évidemment, dans le chat, il y a un commentaire de Fabrice qui est tout juste. À Joie, ce qui manque, c'est des joueurs suisses ou un joueur suisse performant, comme ce fut le cas avec Thibaut Frossard lors de la première saison après la montée en National League. C'est vrai que c'est étranger ou rien, mais j'ai envie de lui répondre, c'est la même chose à Langnau. C'est Langnau... Oui. Langnau compte encore plus sur ses étrangers qu'Ajoie. Si on regarde le pourcentage de buts marqués, là, je pense que ça se ressemble beaucoup entre Ajoie Le meilleur joueur et suisse, Langnau. c'est quand même Thibaut Frossard, Ouais. avec le 7e compteur de l'équipe, avec 11 petits points seulement. Donc c'est pas... Et puis à Cloton, à part les étrangers, Ben, je te dirais que Très même les étrangers là-bas, je pense Pas que grand-chose là-bas, il y a non plus plus, de hein. joueurs T'as suisses. Simic qui... Ah oui, il y a Simic qui est vraiment bien, ouais, c'est vrai. Mais t'as eu Loosely à un moment qui... Non, il y a Axel Simic qui performe vraiment bien, ouais. Si mon ordinateur Même mieux que veut les bien. étrangers d'ailleurs. Voilà. Toi, Jérôme, t'as pas entendu, mais nous, on a entendu la sirène de fin de match. Du côté, Non, moi, ben oui, déjà. Ça passe vite, messieurs, quand on est en si bonne compagnie. Le chat était chaud bouillant aujourd'hui on encore. On leur a manqué. Ah oui, mais Oui. vous nous avez manqué aussi. Oh. Oh. on donne de l'amour en ce début 2024. Avant de terminer, le temps de vous rappeler nos prochains rendez-vous hockey parce qu'il y en a beaucoup. Évidemment, demain, match aller des demi-finales de CHL, Genève contre Lukko Rouma. C'est à 20h05 sur MySports 1. Également, Overtime NHL, disponible ce jeudi midi sur toutes nos plateformes numériques et en rediffusion jeudi 20h sur MySports 1. David, on te retrouve en studio vendredi pour le match Lugano-Bienne. C'est dès 19h25 sur MySports 1 encore une fois. Évidemment, tout cela se retrouve sur notre application numérique, sur toutes nos plateformes. Abonnez-vous à nos plateformes pour ne rien manquer de nos annonces de match, de nos publications, de nos émissions. Vous y trouverez tout, évidemment. Jérôme, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette heure de lunch. David, toujours un grand plaisir aussi. Merci à tout le monde. Je vous souhaite à nouveau, pour ceux qui n'étaient pas là au début de l'émission, Allez, on donne. nos meilleurs vœux pour donne, 2024. Voilà. À la semaine prochaine. À tout Allez, bientôt. Bye bye. bye. Bye bye. Tous les matchs de la National League, les ligues internationales et les meilleurs documentaires sur toutes les plateformes. Abonne-toi. MySports, c'est le hockey.